Merci. Donc on va passer à Eddy Pinault. Alors Eddy Pinault, lui, enfin, il nous a expliqué déjà tout à l'heure sa scope, comment ça fonctionnait. Alors moi j'ai une question, c'est donc avec vos deux associés, pourquoi vous avez pris le parti de créer une entreprise revendiquant clairement ce précepte environnemental, hein, et puis où il faut arriver quand même à associer ou à concilier les convictions et la viabilité aussi en même temps. C'est-à-dire que ça paraît incroyable d'aller chez des clients avec son vélo, entretenir, mais tout ça, voilà, ça fonctionne, ça. Oui, bah, ça fonctionne. Ça fait 3 ans que ça fonctionne et on grossit un petit peu, donc ça fonctionne bien. Donc, on a décidé de créer l'entreprise de cette manière il y a donc 4 ans maintenant. Elle a été créée, disons, à peu près 1 an après qu'on se soit retrouvés, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on est tous les 3 issus de la même formation de l'Agrocampus Ouest, ingénieur paysagiste. On était pas dans les mêmes promotions, mais on se connaissait bien, on était déjà amis. Et donc chacun a eu une petite dizaine d'années d'expérience avant qu'on se retrouve pour créer l'entreprise. Donc Mathieu était plutôt conducteur de travaux, lui, dans des grosses entreprises de paysage, anciennement ISS Espace Vert, Lachaud Paysage à Paris. Donc il travaillait sur des gros projets, il a travaillé à Terra Botanica aussi à Angers, en tant que conducteur de travaux. Donc un peu épuisé de rythme de travail qui est le rythme d'un conducteur de travaux dans une grosse entreprise, et puis avec une rentabilité financière à chercher à tout prix. Dès qu'il recevait son marché qui était gagné, il fallait qu'il trouve les postes qui avaient été oubliés par l'architecte paysagiste pour faire des travaux supplémentaires et engranger un petit peu plus d'argent. Il y avait une problématique comme ça, donc qui va assez souvent, comme beaucoup d'activités économiques parfois, à l'encontre de certains principes humains ou écologiques. Vincent, lui, est passé dans l'entreprise de Arnaud Delacroix à Talpa, donc en bureau d'études. Lui, il a fait beaucoup d'expérience en agence d'architecture paysagère à Saumur, à Nantes, et il est revenu en fait pour un déménagement sur la région d'Angers. Donc à ce moment-là, il a eu envie de trouver un projet professionnel nouveau. Et puis moi, pour ma part, j'étais 4 ans en bureau d'études à Paris, donc plutôt côté conception, voilà, paysagiste concepteur, plutôt sur la gestion alternative des eaux pluviales par ailleurs, donc comme quoi le paysage peut amener à bifurquer un petit peu sur ces domaines-là. Et puis après, en paysagiste itinérant dans différents pays, dans différents types d'entreprises de paysage, soit en bureau d'études, soit en entreprise travaux. Et en mûrissant un projet professionnel, et le fait de se retrouver tous les 3, ça nous a permis en fait de construire un projet sur des valeurs communes, se recentrer en fait avec nos idéaux, donc des valeurs qu'on partage, l'écologie, le social. Et puis l'énergie de 3 personnes pour créer un projet suffisamment solide. C'est-à-dire qu'individuellement, les uns les autres, on n'aurait peut-être pas eu la force de porter un projet relativement innovant. Relativement, je dis ça parce que ça existe déjà en fait. Ça existait avant qu'on le fasse, des jardiniers à vélo. C'est ce qui est un petit peu plus innovant dans ce qu'on fait. Donc ça existait à Paris, j'avais un ami qui faisait ça à Paris, et puis on savait que ça pouvait marcher dans des grosses villes. La question était de savoir est-ce que ça peut marcher à Angers, une petite ville un peu différente. Et puis il y avait beaucoup de gens qui nous disaient autour, bah oui, Paris c'est sûr, ça fonctionne, hein, c'est dans l'air du temps. À Angers, non, les gens sont pas prêts, il n'y a pas le marché, etc. Bon, le fait est qu'en étant 3, partageant des valeurs communes, on a réussi à se battre et à aller au bout de la démarche, qui a été assez longue, notamment aussi pour créer un statut coopératif. Il faut savoir que le statut coopératif est assez compliqué à mettre en place parce que c'est toute une expertise juridique pour déposer des statuts de ce type-là. Et on passe à travers un comité d'experts du domaine qui n'avait pas validé notre projet parce que ils avaient estimé que ça ne pourrait pas marcher en fait. Donc on a été obligé de faire les choses par les sentiers détournés. On a quand même persévéré, on a créé l'entreprise et puis en fait ça s'est très vite développé. La chance, probablement, mais moi je pense qu'il n'y a pas que de la chance. En fait, à partir du moment où on est convaincu, on présente les choses, on est très clair dans ce qu'on veut faire, on rencontre en fait les gens qui pensent comme nous, et maintenant on commence à être nombreux. Voilà, on est tous convaincus, je pense, sur les mêmes sujets, et finalement les gens nous reconnaissent assez facilement. Ils viennent nous voir parce qu'on est à vélo, parce qu'on est un peu écolo, quoi, on peine pas trop à développer notre activité. D'accord. Et vous savez combien il y a d'entreprises un peu comme la vôtre en France ?
Alors des jardiniers à vélo, on doit être 6 ou 7 entreprises de jardiniers à vélo. Alors 3 entreprises que je connais bien, donc 2 à Paris qui sont assez grosses, donc une autre en scope, enfin qui ont plusieurs salariés. Et puis il y a peut-être 7 ou 8 des jardiniers individuels à vélo. Et on a des appels assez fréquents de gens qui souhaitent faire ça et qui nous demandent des conseils en fait. Donc on étudie actuellement un modèle d'essaimage en fait pour essaimer une entreprise de jardiniers à vélo comme la nôtre dans différentes villes. Vous prenez des stagiaires? Ah oui, on prend. Il y a beaucoup de stagiaires du Fresne qui viennent chez nous. On est toujours super contents d'accueillir des stagiaires qui nous aident, hein, clairement. Donc c'est une force de travail. Donc il faut savoir pédaler. Il faut savoir pédaler et c'est parfois un vrai souci. Ouais. C'est parfois compliqué. Ouais. D'accord. Et sinon, quel message arrivez-vous à faire passer auprès de donneurs d'ordre, de clients qui vous demanderaient de mettre en œuvre des pratiques divergentes donc de vos principes, de vos concepts? Alors, on a, donc, comme je l'ai dit, on a notre modèle et notre communication externe est assez claire, je pense, enfin, assez visible. Donc, les gens qui sont pas trop d'accord avec nous, ils nous appellent pas. Ils vous appellent pas? A priori. Ou par erreur, en fait. Ou alors, ils appellent parce que c'est quelqu'un de leur famille qui leur a dit de nous appeler, mais ils savaient pas trop qu'on était à vélo et écolo. Donc, déjà, ils se disent qu'est-ce que c'est que ce délire-là. Alors, bon, on essaie d'appliquer la politique des petits pas, c'est-à-dire qu'on veut pas se braquer et en fait, aller à l'encontre trop brutalement des philosophies des gens. Donc, on essaie d'adapter un petit peu le discours avec des limites rouges, nous, qu'on ne veut pas dépasser. Bon, le zéro phyto, évidemment. Par exemple, sur le bois, pas de bois exotique, pas de bois traité, ça semble assez logique pour nous. Limiter un maximum l'usage de béton, les déplacements à vélo, dans la majeure partie des cas, on essaie de limiter un maximum. Parfois, ça nous arrive de louer une petite camionnette pour faire venir un peu de matériel ou autre. Donc on a des limites qu'on s'applique, auxquelles on s'astreint. Pas d'aussi d'engins autoportés sur lesquels on est assis, donc pas de mini-pelle, etc. Quand on doit faire ça, on travaille avec d'autres partenaires, ce qui est un peu plus compliqué, donc on essaye de concevoir des projets qui n'en ont pas besoin. Et j'ai un petit peu évacué la question, je crois. Qui était? Moi j'étais passé à autre chose, donc... Non, en fait, ouais, c'est la politique des petits pas, oui, c'est ça. C'était pour convaincre les gens, ouais, essayer d'aller... essayer d'aller, de couper la poire en deux. Les gens qui veulent, par exemple, nous, tous les déchets végétaux, on les laisse sur place. Parce que le vélo nous interdit quelque part de ramasser tous les déchets, de les amener dans des déchetteries. Vous imaginez bien, ça fait des kilomètres. On n'a pas les volumes dans notre remorque pour transporter tout ça, donc on broie tout sur place. Hein? Et les mollets, on les a, mais... On pourrait, mais on ferait beaucoup d'allers-retours. Donc ça n'a aucun sens, donc on broie tout sur place. Écologiquement, vous savez, je pense que ça a beaucoup de sens de favoriser les cycles de la nature naturelle. Donc pour certains, je me rappelle d'un client, il y avait trop de feuilles. Alors c'est vrai qu'il était sur Bushman, Beaucouzé, là, il y a beaucoup de grandes propriétés avec beaucoup d'arbres. Et donc on avait mis toutes les feuilles dans un coin. Et pendant 1 an, 2 ans, ça fait un tas énorme. On aurait dû broyer les feuilles, on n'avait pas proposé ça malheureusement. Et donc il a voulu faire un enlèvement des feuilles. Donc on avait accepté, on avait proposé, ok, on va faire amener un petit camion, puis on va décharger. Mais si vous voulez, il y a à chaque client, on essaye d'ajuster, d'aller de plus loin de ce qu'on peut avec lui quand il est prêt. Et puis des fois, il n'est pas prêt à aller si loin, donc on recule un petit peu, mais on a nos limites, nos barrières. Et voilà. D'accord. Mais écoutez, le temps passe. Vous avez sans doute des questions à poser à nos invités, donc. On va vous laisser la possibilité de poser des questions. Il y a un micro, alors François va circuler avec le micro et vous passez le micro si vous avez quelques questions à poser. Alors, qui se lance? Voilà, une personne ici. Bonsoir. Pardon. Moi, je vais m'adresser à l'ensemble des personnes parce que je pense que tout le monde aura une réponse à apporter. Ça concerne non pas forcément les produits phyto, mais plus la biodiversité et plus particulièrement toute la tonte et toute la taille qu'on peut voir avec les tailles huées. Alors, je sais que la majorité des paysagistes ici ne la pratiquent pas forcément comme ça. Ils font peut-être plus de la taille douce et peut-être limite au maximum la taille. Mais aujourd'hui, est-ce que justement, en plus de la charte zéro phyto, il ne serait pas possible d'intégrer des
des données supplémentaires dans la charte ou dans un autre label où on est plus respectueux encore de la nature, on limite les tontes et les tailles sévères des arbres qui vont à l'encontre de ces respects de la biodiversité. Parce que si on additionne toutes les tondeuses les unes à côté des autres, on se retrouve à une pollution quasi équivalente, voire supérieure à tout le monde agricole. Ce qui peut quand même poser un peu question. Et cela apporte une deuxième question qui va plus au monde de l'enseignement. Est-ce que justement, dans l'enseignement, il ne faut pas remettre en avant les techniques anciennes de jardiniers, qui sont justement plus dans la taille douce et dans des techniques plus naturelles? Mais ça, c'est aussi toute une dimension nouvelle où il faut savoir et vouloir aussi abandonner tous les outils qui nous ont facilité le travail tous les jours. Alors, qui se lance? Alors, je précise juste que l'idée du jardinier, de la formation, elle est déjà dans la tête de certaines personnes. Gilles Clément, par l'école du jardin planétaire, la met en avant avec une autre personne qui s'appelle Pierre Lage-Damon, qui est responsable des espaces verts alors anciennement la ville de Limoges, et maintenant il est dans la métropole de Limoges. Et donc qui travaille un peu à cette idée-là, mais est-ce que s'il n'y a qu'une petite formation et que ça n'englobe pas toutes les formations et toutes les pratiques, est-ce que c'est pas un peu trop restreint par rapport à l'ampleur du problème? Je vais répondre en partie, après vous allez compléter. Alors c'est un peu les principes du zéro déchet sur le territoire sur lequel on travaille. On est un territoire zéro déchet, zéro gaspillage, et on travaille au zéro déchet vert. Alors on a eu du mal, et on a toujours du mal, comme mauvaise herbe, on ne devrait plus utiliser le mot de déchet vert, parce que pour nous, c'est pas un déchet, mais une ressource. Et donc, on travaille, nous, auprès des collectivités, pour être de tendre, avant d'être à zéro, on va tendre. Effectivement, les tontes, les feuilles, les tailles. Alors déjà, là encore, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, est-ce qu'on doit tondre? Effectivement, de plus en plus, avec la gestion différenciée, on peut, avec des fauches ou les copâturages, économiser des tontes. Travailler, là encore, quand je vous disais, avec le monde de l'environnement, faire l'état des lieux. Si on est sur une zone agro-limitante où on sait qu'on ne va pas avoir de tonte à faire, pourquoi refaire un gazon où on va avoir de la tonte à faire tous les 10 jours? Donc ça, c'est important. Les feuilles, ramasser des feuilles, enlever des feuilles au pied des arbres pour aller les mettre à la déchetterie. Et puis après, des fois, il y a un diagnostic qui est fait par le spécialiste de l'arbre qui nous dit l'arbre, il manque de nourriture, il faut lui ramener de la nourriture. Voilà, il faut peut-être se poser les bonnes questions, là encore. Donc là, c'est des fois de la méconnaissance, d'un manque d'information. Et puis la taille, c'est le choix du bon. Nous, c'est ce qu'on dit tout le temps. Je ne suis pas le spécialiste du végétal vert, mais au moins le bon végétal au bon endroit. Effectivement, quand on plante un arbre qui fait 10 mètres de haut, à quelques mètres d'une habitation, on sait qu'il va falloir le tailler très très souvent. Donc qu'est-ce qu'on fera des déchets? C'est le débat des fois qu'on a sur l'arbre en voirie. On en discutait hier avec un de tes collègues. Voilà. Des fois en voirie, on a mis beaucoup d'arbres. Je sais que moi, le retour sur les communes, c'est des fois compliqué parce que ça demande beaucoup de taille. Donc après, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là? Donc le bon végétal au bon endroit. Voilà. Après, est-ce que pour se passer du taille-haie, on va faire appel aux praticiens plus que moi. Mais il existe aujourd'hui des territoires qui travaillent sur le zéro déchet. Là encore, c'est compliqué parce que pour les agents communaux, il y a quelques années, on leur disait zéro pesticide. Maintenant, on leur dit zéro déchet. Demain, on va leur dire vos espaces verts vont servir à l'eau pluviale. Donc en gros, tous les 3 ans, il y a des nouvelles compétences qui arrivent. C'est pas tous les 10 ans, c'est tous les 2-3 ans. C'est compliqué. On est tous pareils. Le changement d'habitude, de comportement, ça se fait pas comme ça. Et pourtant, c'est la réalité parce qu'il faut aller vite. Le changement climatique fait qu'il faut qu'on aille très vite. Je complète rapidement peut-être sur nous, notre expérience, par exemple sur la taille. Nous,
on favorise évidemment donc la taille manuelle ou la taille douce. Mais cependant, on arrive parfois sur des propriétés, ils ont une haie de tuya qui a été plantée il y a 20-30 ans, qui est dépérissante, et puis c'est difficile de changer la taille du jour au jour. Donc là, on utilise un tailleur électrique. On s'est interdit d'utiliser des outils thermiques, donc aujourd'hui, il y a quand même moyen de ne pas polluer de manière sonore ou olfactive ou l'air, en tout cas à l'instant où on fait le travail, parce qu'après le problème des batteries en est un autre. Donc déjà, effectivement, je reviens vraiment, quand on fait la conception, choisir le bon végétal au bon endroit, donc effectivement, en limite de propriété, nous c'est vraiment ce qu'on retrouve en propriété, enfin chez les particuliers, choisir des plantes qui, à âge adulte, feront 2 mètres maximum, quoi. Et la palette est suffisamment diversifiée pour trouver des choses très sympas. Et donc, en entretien, parfois, on est obligé d'utiliser le taille-haie électrique, oui. Tous les déchets, par contre, restent sur place. Là, il y a beaucoup de solutions quand même, les broyeurs, etc. Nous, on arrive à le faire. Je ne vois pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas. Il faut savoir le vendre au client. Il faut savoir lui proposer, lui expliquer en quoi on va éviter tous les enjeux écologiques actuels. Et puis, plutôt qu'effectivement d'exporter, puis après de mettre des engrais pour que ça pousse mieux, voilà, on met tout ça au pied, ça se dégrade, ça enrichit le sol, etc. Et puis, je reste sur l'exemple de la haie tuya. Par exemple, nous on propose fréquemment, on l'a fait 2-3 fois, ça fonctionne assez bien. On supprime une haie de tuya dépérissante sans arracher les plantes, mais juste en laissant les troncs, on enlève toutes les branches, on broie tout sur place, on remet ça au pied, ça fait du mulch, et les troncs nous servent de poteaux pour accrocher la clôture qu'on installera. Donc généralement c'est planté assez proche, donc on a beaucoup de poteaux, et on arrive à installer des ganivelles comme ça sur lesquelles on met des plantes grimpantes, et ça a un effet assez réussi, ça a l'avantage qu'on puisse le faire à la main, sans faire venir une mini-pelle pour tout casser, etc. Et voilà, jusqu'à présent ça fonctionne assez bien. Petit exemple, voilà. Sur le volet formation dans la question, Yves, est-ce que tu veux répondre ou... Sur l'évolution des formations ? Voilà, l'évolution des formations. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'effectivement, le métier a déjà bien évolué. Le métier de paysagiste. Alors autrefois, il y avait ce qu'on appelait le CAP 4 branches qui existait, qui était un CAP qui était très très large, qui faisait de l'horticulture, de la production, et puis le métier d'entretien de jardin et de création de jardin. Après, c'est vrai qu'on a scindé tous ces métiers en faisant des formations spécifiques. Maintenant, on arrive au métier de paysagiste qui évolue quand même considérablement. Après, le métier de paysagiste, c'est aussi aux paysagistes. Alors justement, maintenant, on donne la main, on redonne un peu plus la main aux paysagistes pour les métiers du paysage, pour réfléchir et travailler avec les établissements sur des propositions de formation. Vous savez qu'il y a une loi qui est sortie, ça fait un peu plus d'1 an, c'était le 5 septembre 2018, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, dans lequel, dans cette loi, il est dit que les branches professionnelles sont acteurs principaux, on va dire, de l'organisation et de la mise en place des formations et des financements. Donc là, il y a tout un travail à faire, certainement. Alors, ce travail existait déjà avant, mais je pense qu'il a encore à faire et à développer avec les organismes de formation pour arriver à des métiers, à des besoins, aux besoins que vous avez réellement, les paysagistes. Et certainement que ce métier, il a évolué de toute façon. Le métier d'éco-paysagiste, il est quand même à développer d'une façon différente de ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai rien de plus à dire là-dessus, mais... Non, mais effectivement, on est sur des métiers qui évoluent très très vite, très très rapidement, surtout le métier de paysagiste qui a multiples facettes. Néanmoins, on a la chance d'être affilié à un ministère qui essaye d'adapter aussi autant de fois qu'il le faut les référentiels, alors ce qui implique aussi du travail dans les établissements pour adapter les formations. Mais aujourd'hui, les principes, on va dire, de gestion durable des espaces et d'éco-jardinage et d'application de la transition agroécologique dans les espaces verts, elles sont traduites déjà dans les référentiels de formation. Donc oui. Aujourd'hui, les jeunes ou les moins jeunes qui suivent nos formations, on va dire, ont
ont connaissance de ces principes et on leur demande de les appliquer. Je dirais, là où il peut y avoir du décalage, c'est lorsque, en établissement de formation, on enseigne ces principes vertueux, on va dire, alors que les jeunes, lorsqu'ils vont, les jeunes ou les moins jeunes, lorsqu'ils vont en stage ou en apprentissage dans des entreprises qui ne les appliquent pas forcément toujours de la même façon, c'est là où on peut rencontrer du décalage, quoi. Mais aujourd'hui, dans les formations, ces principes, on va dire, de bonnes pratiques environnementales sont intégrés, quoi. Autre question ? Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Labbé. Donc, lors de votre mission d'information, donc en 2011, vous avez abordé l'aspect santé, donc répercussions sur la santé. Et moi, je suis étonné qu'on n'en entende pas plus parler, parce que je travaille au lycée du Fresne et en production horticole, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des cancers. Et est-ce que ce serait pas un moyen d'accélérer les choses dans le monde agricole ? Parce que là, ça va pas très vite quand même dans le monde professionnel. Si, absolument, mais j'en ai parlé tout à l'heure, il y a une forme d'omerta dans le monde agricole. Les choses ont évolué dernièrement avec la reconnaissance, par exemple, de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, mais il a fallu des années de combat pour que ce soit reconnu. Et on sait ce qui se passe avec les pesticides qui sont neurotoxiques de toute la famille des néonicotinoïdes, donc qui touchent le système nerveux central de l'insecte. Eh bien, notre système nerveux à nous, l'agriculteur ou celui qui pratique n'est pas foudroyé, mais l'effet cumulatif sur le système neurologique fait que, eh bien, on arrive à... Alors, il y a le Parkinson, il y a un certain nombre d'autres maladies neurodégénératives pour lesquelles il y a du lien. Alors après, on vient de dire, ouais, mais ce n'est pas prouvé, parce qu'il y a à la fois de la négation complète, et aussi, pire que cela, de l'organisation de la fabrique du doute, par des scientifiques, payés par les firmes, qui vont sortir des études scientifiques qui vont démontrer l'inverse. Donc c'est très compliqué, très confus, mais à charge contre ces pesticides chimiques qui, pour 70%, je crois, sont classés CMR, cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Si on y ajoute ceux qui ont les effets perturbateurs endocriniens, ça fait du lourd. Et juste après la mission d'information est sorti un rapport de l'INSERM, impact effet des pesticides sur la santé. Et là, c'est détaillé par des scientifiques. Et on a encore du mal à s'appuyer là-dessus. Effectivement, parce que les aspects santé, normalement, c'est extrêmement parlant. Mais alors, il y a aussi la santé de l'enfant avant sa naissance. Le fœtus peut être touché à un moment de la grossesse et des malformations qui peuvent apparaître soit à la naissance, soit à l'adolescence. C'est dire si c'est absolument dramatique, mais dans le monde agricole, on n'en parle pas, on en parle très peu. Ah oui, alors il y a tout le débat sur le glyphosate. Alors ce que l'on sait, c'est qu'on est dans un mouvement de sortie. Certains disent il est hors de question, on fera pas sans. Ce qu'on sait maintenant sociétalement, on va devoir sortir. L'intérêt, c'est d'anticiper justement, parce qu'il y a encore de la recherche à mener, notamment sur les pratiques alternatives, les pratiques bio. Il y a encore du travail à mener, mais l'année dernière encore, 10% seulement du budget de l'INRA était fléché vers l'agriculture biologique. Bonsoir, donc Johan Béziot, AGEV Solutions. On est donc aujourd'hui on est signataire de la charte Zéro Phyto. J'avais une question à vous, Joël Labbé. C'est quoi en fait les prochaines étapes du Zéro Phyto? Donc là, on a les particuliers, les collectivités. Est-ce que vous allez tendre vers les espaces industriels? Je pense notamment à la SNCF, les entreprises. Le monde agricole dans un deuxième temps, je pense, mais voilà, c'est une question. Oui, alors les perspectives. Alors, il se trouve que le 25 octobre, tout prochainement, c'est vendredi prochain ou l'autre d'après,
on organise au Sénat un colloque spécifique loi Labbé, donc état des lieux, l'application, les difficultés et les perspectives d'avenir également, parce qu'on ne va pas en rester là. On a évoqué les cimetières. On a évoqué les terrains de sport, ils ont été écartés pour trouver une majorité. Maintenant, les choses ont évolué. Donc, alors, je ne vais pas vous donner de date, mais les cimetières vont y passer sans trop tarder. Les terrains de sport, il y a la nuance entre les terrains d'honneur où jouent les pros et puis les terrains où jouent les gamins, où là on travaille avec les fédérations, avec les professionnels pour essayer d'emmener tout le monde avec nous. Il y a les copropriétés d'habitat qui sont privées, qui ne sont pas concernées à l'intérieur des villes. Donc ça, c'est pas normal. Il va falloir qu'on y arrive rapidement. Les espaces verts des sociétés ou leurs parcs de stationnement, c'est du privé, c'est pas appliqué alors qu'elles sont en pleine dans la cité également. Donc on va aussi avancer vers cela. Et puis donc il y a l'aspect hexagonal. Mais l'aspect européen également. Donc avec Fanny, on s'est déjà déplacé à Bruxelles, à Londres, pour rencontrer des parlementaires sensibilisés. Ils sont minoritaires partout, mais ils ont une opinion publique partout dans l'Europe de l'Ouest qui est la même que la nôtre et qui est demandeuse. Il se trouve que d'une façon aussi systématique, la France, personne n'est allé aussi loin que la France. Donc l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les autres pays européens y viennent également. Et puis qu'il y ait aussi de la politique au niveau de l'Union européenne. Donc il y a un rapport qui a été fait l'année dernière par une députée européenne suédoise et qui cite justement cette loi comme une incitation à ce que ça se généralise sur l'ensemble des pays européens. Donc effectivement, il y a encore à avancer. Alors vous avez évoqué le monde agricole, donc c'est toujours très délicat et puis ça s'affronte en frontal. C'est encore l'actualité. Alors il se trouve que je connais bien Daniel Cueff, le maire de Langoët, qui a été le premier à déposer, à prendre un arrêté qui s'est fait casser. En fait, lui, il s'est dit, avec ses administrés, on préserve la santé des administrés à l'intérieur du bourg ou du village en s'interdisant d'utiliser les pesticides, mais on vient les épandre à la porte ou de l'autre côté de la clôture, c'est pas normal. Alors ces 150 mètres, on sait que ça pouvait pas tenir. Par contre, le débat est lancé. Et il y a un moment où il faudra bien, c'est pas il y a un moment, le débat est lancé, il va se poursuivre. Ce qui est souhaitable et vivement souhaitable, c'est que tout le monde se mette autour de la table. Les agriculteurs qui savent qu'ils peuvent s'en passer et qui le prouvent. Il y a ceux qui aimeraient bien, mais qui ne savent pas comment. Il y a ceux qui ne veulent pas. Alors il y a notamment un gros syndicat à sa tête qui ne veut pas. Alors comment faire en sorte que ça puisse avancer? Et on sait pour tous ceux qui sont de bonne volonté, qui iraient bien mais ils ne savent pas comment faire, et il y a la question des moyens. Donc ça suppose un accompagnement en animation et en conseil pour le monde agricole, et puis aussi un accompagnement financier, notamment pour les premières années des productions en bio. Mais tout ça, alors, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC, dans laquelle il y a 30 ONG, pour faire en sorte que l'argent de la PAC post-2020 soit pour une partie importante fléché vers ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. Reconnaître que une certaine forme d'agriculture vertueuse préserve la qualité de l'eau, préserve la santé humaine, préserve le climat, préserve la biodiversité, et tout ça, économiquement, ça se chiffre. Et là, ce sont des sommes absolument folles qui, pour le moment, ne sont pas prises en compte. Il y a un système qui bloque pour le moment, mais ça ne va pas pouvoir durer longtemps. Donc ça, c'est l'objet des débats actuels, et vous aurez compris que sur ces débats, je ne suis pas neutre, évidemment, mais ce que je souhaite, c'est véritablement du débat, du tour de table, et que collectivement, au lieu de s'affronter, on essaie de trouver les bonnes solutions. Et il y en a. Merci. Bonsoir à tous. Une question qui va prolonger un petit peu votre discours et qui s'adresse à vous tous. Vous avez été plusieurs à mentionner le fait d'aller plus loin, plus vite dans cette végétalisation ou dans l'écologisation des pratiques à différentes échelles. On a aussi parlé des différents verrous culturels qui ont réussi à être détruits, on va dire, grâce à un gros travail politique notamment.
Est-ce que ces verrous culturels, ce sont les seuls à vous freiner? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, donc c'est plus ou moins non. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des verrous systémiques et plutôt des problèmes structurels qui peuvent alimenter d'ailleurs ces verrous culturels qui vous bloquent? Est-ce que c'est pas un problème systémique principalement qui est la cause? Et si c'est le cas, quel est votre plan, messieurs, pour vous attaquer à ce sujet-là dans vos différents champs d'action? Et par rapport à ça, quel est votre degré d'optimisme par rapport à la transition qui est en cours et qui devrait s'effectuer assez vite si on veut vraiment répondre aux urgences? Voilà. Pour donner un exemple peut-être précis, c'est vrai que quand on a face à nous un conseil municipal où vous avez le maire agriculteur intensif, l'adjoint agriculteur intensif et puis quelques conseillers agriculteurs intensifs, c'est très très compliqué. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que dans ces conseils municipaux, il y a de plus en plus d'élus qui sont agriculteurs mais raisonnés, qui sont en train de se passer en bio ou qui ont revendu leur ferme à des jeunes qui passent en bio. Et donc ça, voilà, ça évolue. Mais c'est vrai que ce gros lobbying de la FNSEA au niveau national qui joue beaucoup sur le paysage et sur l'agriculture en général, mais qui a des conséquences sur l'alimentation, sur énormément de choses. Sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution, le massacre des paysages, l'ouverture des paysages, comme maintenant on voit ça à des vingtaines ou des trentaines de kilomètres à des endroits où on avait toujours une haie bocagère qui nous bloquait le regard il y a encore 20 ans. On se dit que le remembrement, c'est les années 50, les années 60, et c'était de la folie de cette époque-là, mais il faut savoir que dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne, dans le Maine-et-Loire, ça a lieu encore maintenant à certains endroits, à beaucoup d'endroits, ça continue. Et il n'y a rien qui ne bloque ça. Dans les PLUI, là, on est en train de classer certaines haies, mais quand on regarde le document, c'est plus que des ruines de ce maillage bocager qu'on essaye de préserver une dernière fois avant qu'il disparaisse définitivement. Mais sinon, il y a 10 ans, on a fait voler en éclats le maillage bocager de Saint-Lambert d'Elvé, là à côté de Saumur, dans l'indifférence générale. Et ça s'est passé là en 2010-2012. C'était pas les années 60. Et ça continue dans les Deux-Sèvres. Dès qu'on fait une 2x2 voies, les compensations, c'est pas de replanter des haies, c'est de permettre aux agriculteurs de les arracher encore plus. C'est ça les mesures compensatoires. Donc voilà, il y a, pour vous dire, des vraies pressions au niveau national. On arrive sur des micro-sujets à l'échelle d'une commune à y arriver, mais c'est sûr que à l'échelle du territoire, c'est encore très très compliqué. Sur le côté systémique, là, nous, ça fait 2-3 ans qu'on travaille sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Comment se passer du tout tuyau à l'infiltration à la parcelle. Et en fait, on a vu un certain nombre de freins. On a réussi à sensibiliser les élus. Tiens, les élus, ils se sont dit, pourquoi on mettait toujours ça dans des tuyaux? Ça, on peut faire autrement. Puis ça fonctionne. Pourquoi chez nous, les élus sont assez pragmatiques. Si on leur demande que ça fonctionne, ça y va. Bon, ils se disent, on y va. Et puis là, on enchaîne les complexités, les problèmes, les freins. Le maître d'œuvre qui dit, mais le sol, il n'est pas assez perméable. Et puis après, là, on va pas avoir l'entreprise. Puis après, il y a le syndicat d'électricité qui dit, mais attendez, moi si je passe mes fourreaux sous une noue, mettre de l'eau avec l'électricité, ça va pas le faire. Le syndicat d'eau potable, vous mettez de l'eau comme ça dans la rue, moi, ça pose problème. L'entreprise de TP, le couvreur, et en fait, on accumule. Et effectivement, il faut un peu de volonté. Alors, on a de la chance sur notre territoire que des fois les élus nous mettent une mission, donc on est là tout le temps, et à chaque réunion, il faut rabâcher, et des fois les élus se retrouvent entre nous et puis le gars qui travaille avec eux depuis 10 ans, qui est l'expert, qui dit vrai? Est-ce que c'est l'association? Est-ce que c'est l'expert? Et là, les élus, il faut qu'ils décident. Alors, sur notre territoire, on est à peu près bien connus, donc ils nous font confiance. Si on change de territoire, ils feront ça sera l'expert.
Et puis c'est aussi, mais ça vous connaissez bien ça, aujourd'hui la rémunération sur la maîtrise d'œuvre. Plus il y a de travaux, plus vous êtes rémunéré. Oui, non mais souvent c'est ça. C'est le principe, globalement c'est ça. Or, pour faire une étude sur la gestion intégrée, sur une gestion plus écologique, pour faire de l'éco-paysage, c'est souvent plus de matière grise. On passe plus de temps. C'est pas du copier-coller. On a nos 20 végétaux qu'on met partout, les 20 massifs qu'on met partout, les arbres partout, et puis d'un projet à un autre, on fait du copier-coller. Ça, malheureusement, dans le monde du paysage, on en connaît. Donc là, en maîtrise d'œuvre, ça coûte pas cher. Dès qu'on est sur des projets innovants, qu'on s'adapte à la situation, qu'on s'adapte à l'environnement, qu'on s'adapte à la population, c'est beaucoup plus de matière grise. Donc ça veut dire plus d'études. Donc comment on rémunère ça? Et j'entends souvent sur le terrain, on voudrait bien, mais si on est rémunéré pour faire toutes ces recherches-là, on est d'accord. Et quand le problème du marché public, c'est que souvent, des fois, les élus, ils mettent 60% pour le prix, puis 40% pour le reste. Donc c'est celui qui est le moins disant qui est pris, et pas toujours le mieux disant. Donc là, il y a encore un travail à faire. Nous, on travaille avec les collectivités, c'est sur alors des fois, on touche les élus, les techniciens, mais celui qui écrit le marché public, il faut qu'on arrive à aller jusque-là pour orienter les appels d'offres, pour modifier, parce que les appels d'offres, c'est aussi des cahiers des charges, des copier-coller d'une commune à une autre. Et donc là, il faut qu'on arrive à agir là-dessus. Et puis, des fois, c'est 60%, 70%, c'est la technique, c'est l'expérience. Et puis, le prix, c'est pas la majorité, quoi. Donc ça, il y a encore un travail à faire. Mais ouais, un des freins, pour moi, c'est la rémunération autour de la maîtrise d'œuvre. Donc avec un petit bémol, bien sûr, on n'est pas du tout dans cette ambiance de chercher des travaux supplémentaires pour être plus rémunéré. Je vais vous donner un exemple. En région parisienne, on travaillait sur un parc, il y avait un lotissement soi-disant écologique qui se faisait, et puis le bureau d'études propose de faire une canalisation d'évacuation des eaux pluviales sur 500 mètres de long à moins 7 mètres de profondeur. Parce qu'il y avait une petite colline, donc voilà, avec des budgets de, je sais pas moi, 500 000, 600 000 euros. Et nous, on dit, non, on va faire des noues, vous allez nous donner l'eau, puis on va faire un petit ruisseau dans le parc, là, et puis ça ira très bien. Et c'est vrai que la réunion, c'est passé comme ça, mais le lendemain, on m'a appelé, quoi. On m'a appelé, on m'a dit, là, je viens de perdre 100 000 euros d'honoraires. Oui, c'est ton problème. Moi, après, bref, le projet s'est fait comme ça, et puis voilà, après, il n'y avait pas eu de problème. Une zone d'activité dans le Limousin, on avait un budget de départ de 6 millions d'euros. Les élus, voilà, ils sont très fiers, et une extension de zone d'activité, vous avez 6 millions d'euros, les gars, faites-nous un truc, plein de contraintes écologiques, un peu comme Notre-Dame-des-Landes, vous voyez, donc les élus, ouais, grosses contraintes, on ne va pas y arriver et tout. Nous, non, ce n'est pas des contraintes, c'est bien, vous avez des zones humides et tout, au contraire, les gens vont travailler au milieu d'un espace naturel. On a sorti la zone d'activité à 3,5 millions, tout en préservant les zones humides, en préservant toutes les bocagères qui étaient présentes dans la zone d'activité, en changeant totalement la notion d'implantation de bâtiments industriels dans un paysage qui est, voilà, on conservait ce qu'il y avait sur place et on a pu faire passer l'ensemble de l'opération sans les contraintes écologiques. Elles ont été acceptées. On a fait les dossiers de loi sur l'eau, ça a été validé, etc. Les zones de compensation, ça a été parfait. Et ça a été quasiment 2 fois moins de budget. Donc, quand on fait les choses de manière respectueuse, en se posant des questions, en essayant de préserver au lieu de détruire puis après reconstruire, ça coûte moins cher. Mais donc, est-ce que vous avez été bien rémunéré ? Moi, si vous voulez, au début, c'est eux qui ont fait un budget de 6 millions. Donc nous, on avait des honoraires qui étaient bien, oui. Et puis, on était très contents du début à la fin. Et voilà, on ne se posait même pas la question. On était très contents d'être retenus déjà. Mais après, on savait aussi qu'on irait vers quelque chose qui sortirait un peu de l'ordinaire. Et ce qu'avaient les élus dans la tête, 2-3 ans après, ils auraient soulevé quelque chose qui, pour eux, était pas l'image d'origine, mais avec une vraie plus-value. Et quand il y a eu l'inauguration au mois de juin, là, ils étaient tous à se gargariser des zones humides, des cheminements enherbés, que c'était formidable, etc. Mais c'est très bien. Vous voulez
Oui, il y avait un dernier aspect de la question qui était de savoir si on était optimiste par rapport à l'évolution. Je veux bien en dire 2 mots. L'optimisme, d'abord le fait que ce genre de débat soit organisé ici. Que vous soyez un certain nombre, des jeunes, mais aussi des professionnels qui êtes là, que devant vous, moi, je fais votre connaissance. Et ce que j'entends, c'est drôlement encourageant. La révolution est en marche, est en route, quelque part. Mais forcément, la question de la lucidité est essentielle. Il ne faut pas aller se voiler la face. On est pressé, donc il ne faut pas perdre de temps, mais je le redis encore, il y a plein de signes positifs. Il y a encore plein de résistances et qui donnent l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et en fait, au fil du temps, et grâce aussi à la mobilisation de l'opinion publique sur plein de sujets maintenant, les gens ne sont plus neutres. Et une partie de l'opinion publique, c'est votre génération qui est exigeant par rapport à... Je parle nous, politiques. Vous nous interpellez. Est-ce que vous allez laisser partir comme ça ou est-ce que vous allez prendre les mesures qui conviennent? Moi, en tant qu'élu politique, ça m'arrange d'entendre ça. Non pas pour le plaisir d'être plus fort que les autres, mais il y a un moment, il va bien falloir qu'on prenne des décisions, qu'on écrive les lois qui fassent en sorte qu'on se remette de droit par rapport à plein de choses qui vont de travers. Et derrière ça, il y a même, et c'est encore plus parlant pour vous, mais c'est parlant pour tout le monde, la question du sens. Quel sens elle a la vie si c'est de continuer à consommer le plus possible, être la fameuse compétitivité entre tout le monde, entre tous les territoires, c'est dépasser, revenir au collectif. Et là, avec chaque fois, on s'en rend compte, c'est avec beaucoup plus de bonheur que d'essayer de se débrouiller tout seul dans la super compétition. Donc pour moi, je suis optimiste, très optimiste, mais d'un optimisme extrêmement combatif. Mais ils peuvent peut-être s'exprimer. Moi, comme on a affaire à des passionnés, c'est les mêmes, chacun dans son domaine. Et c'est pour ça que chacun dans son domaine, il y a des politiques, il y a des professionnels, il y a des enseignants. Et il y a des jeunes qui apprennent et des professionnels qui dans leur domaine, essaient d'apporter leur pierre. Et ben, c'est comme ça que la révolution, elle va pouvoir se faire. Et très pacifiquement, parce que le côté pacifique est nécessaire. Et si on n'y fait pas gaffe, à ça, il faut faire gaffe aussi. Très bien. Écoutez, le temps passe. À moins qu'une question très importante soit posée. Bon, on va encore prendre une dernière question, et puis après on laissera la conclusion à Monsieur Plancheneau. Merci, bonjour. Je suis responsable d'une équipe d'espace vert dans la banlieue d'Angers, là. Quand vous parlez des collectivités, justement, sur le désherbage, quand vous dites le changement de jardinier, malheureusement, il y a beaucoup de jardiniers qui sont un petit peu déçus du métier parce qu'ils passent beaucoup de temps à désherber, hein, malgré, comme on dit, accepter l'herbe en ville. Bon, les jardiniers commencent à comprendre, puisqu'ils font des formations, tout ça. Le plus dur, c'est pour les élus, et encore plus dur pour la population, hein. On commence à leur apprendre, même un élu, à apprendre qu'un pissenlit, c'est très utile pour la nature, mais non, eux, c'est quand même... c'est sale. Hein. Quand on leur dit qu'est-ce qui est sale, c'est plutôt un excrément de chien, un papier, un morceau de verre, mais pour beaucoup de gens encore, l'herbe, c'est sale. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, comme vous le dites, et en plus, même si on garde certaines herbes, il faut quand même passer, parce que vous avez quand même les grands irégérons, les grands laitrons, ça, je pense que les gens ne pourront pas accepter, et ça pollue énormément, ça engendre quand même pas mal de dégâts. Quand vous voyez même le buddléia quand il se développe. Mais moi, ce qui m'attriste le plus, c'est toutes les entreprises d'insertion qui font beaucoup de désherbage pour les collectivités. Hein. Nous, on travaille avec les Restos du Cœur, Wista, et ils font beaucoup de désherbage. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas de ces pauvres gens-là qui font que du désherbage, et c'est un petit peu répugnant pour eux. Et il y a encore du temps pour que les populations acceptent l'herbe en ville. C'est vrai que vous avez pris l'exemple de Delin-Fontaine, c'est un très bel exemple parce que j'ai des collègues qui ont fait une formation là-bas. Franchement, apprendre les herbes sauvages, c'est vraiment, moi j'ai vu le petit dossier, c'est formidable. Hein. Par contre, moi, ce qui me déplaît, c'est les collectivités qui utilisent à tire-larigot les désherbeuses à eau chaude et tout ça. Quand on parle de l'environnement, c'est quand même, ça fait mal au cœur. Il vaut mieux supporter un petit peu d'herbe que de prendre toutes ces alternatives là qui coûtent une fortune d'abord.
quand vous voyez les prestations des entreprises et que des collectivités approuvent ça, moi, ça me désole quand même. Hein. On parle du désherbant, mais toutes ces alternatives là qui coûtent, même le thermique, c'est quand même... voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme témoignage. Oui, je suis d'accord avec vous, hein, notamment sur le thermique. Nous, quand il y a plus de 10 ans, on a commencé à accompagner les communes. Comme partout, on a cherché du matériel. En plus, il y avait des financements à 80%, donc entre la région, l'agence de l'eau. Donc les communes se sont jetées sur le matériel. Aujourd'hui, tout ce matériel-là, en grande partie, n'est plus utilisé parce que qui dit matériel, notamment à eau chaude, des fois faut un conducteur, plus 2 agents, donc il faut 3 agents. Déjà, les collectivités, elles n'ont pas des fois 3 agents à mettre, plus toutes les machines n'ont pas toujours bien fonctionné, donc il y a eu des échecs au niveau matériel. Donc nous, on n'est plus du tout là-dessus, hein. On est vraiment sur quel végétal. Effectivement, vous avez parlé des irrigérons, ça va être compliqué à faire accepter aujourd'hui. Dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, c'est un peu trop compliqué. Mais l'arrachage systématique, non, c'est un échec. La sélection, c'est les formations qu'on avait fait à Douai, c'est de se dire qu'est-ce qui peut être accepté. Il y a des plantes, une fois qu'on les a laissées en place, elles se développent, elles prennent la place. Vous connaissez sans doute la linaire cymbalaire qui est sur les murs. Si elle se développe en pied de mur, une fois qu'elle aura pris tout le pied de mur, le pissenlit ne poussera pas, l'érigéron ne poussera pas. Par contre, si on enlève systématiquement, le premier qui va revenir, c'est l'érigéron, le pissenlit. Donc en fait, le fait de vouloir éliminer en disant si on élimine, comme ça on n'en aura pas d'autres, la nature, et heureusement, nous, on est toujours aussi un peu surpris par la force de la nature. Quand on arrête de désherber un espace, on voit des plantes qui reviennent alors qu'elles ont pris 40 ans de désherbant, on arrête et elles reviennent, quoi. Alors, certains nous disent, alors pourquoi pour continuer, dans 20 ans, 30 ans, elles reviendront. Sans doute que certaines arrivent à revenir après 40 ans, il y en a sans doute qui n'ont pas réussi à revenir, et puis si on attend encore 20 ans, 30 ans, celles-ci ne reviendront peut-être pas, donc il ne faut pas en faire un argument. Mais on voit ça, donc... mais on peut, pour moi, sélectionner. Et c'est de nouvelles compétences. On sélectionne, puis ça va prendre la place. Alors, ça va prendre du temps. Mais voilà. Mais les machines, oui, nous, on est convaincus. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas mécaniser, qu'il ne faut pas utiliser de machines. Mais les grosses machines, voilà, je suis d'accord qu'on est un peu dans une impasse technique. Mais on le voit quand même, il y a des communes qui continuent à le faire. Je vais dire juste 2 mots. Moi, il y a 2 ans, je suis passé au Salon des maires, je vais y aller encore cette année. Il faut savoir qu'au Salon des maires, vous avez tout un hall qui n'est que les désherbeuses thermiques à pression, à machin bidule. Et ça, c'est l'événement pour les élus nationaux, c'est d'aller choisir et sélectionner sa plus belle machine au Salon des maires. Donc ça va encore durer quelques années, mais quand on leur a dit ça sert à rien, vous dépensez de l'argent pour rien, ça va se retomber comme un soufflet, tout ça. Et sur les freins un peu systémiques, des fois les communes ont plus d'argent pour investir. Donc acheter du matériel, ça fonctionne. Mettre cette somme-là tous les ans pour le fonctionnement, pour embaucher éventuellement 1 ou 2 agents, c'est plus compliqué. Aussi, je rebondis rapidement sur le désherbage. Nous, on est jardiniers aussi, ça fait partie des tâches du jardinage, effectivement, et ça peut prendre beaucoup de temps. Et nous, on n'aime pas ça, désherber, donc on cherche systématiquement les solutions de ne pas le faire. Effectivement, la meilleure solution, c'est de trouver des plantes qui vont coloniser l'espace et qu'on va tolérer, accepter, parce qu'en fait, celles qu'on désherbe, c'est celles qu'on n'accepte pas, mais c'est pas qu'elles sont mauvaises ou quoi. Et alors voilà, il y a le paillage, les plantes couvre-sol qui vont remplacer, et à chaque fois il y a des situations différentes, hein. Sur les graviers, c'est l'enherbement spontané, et c'est vraiment là changer le regard, combattre les habitudes, parce que c'est vrai que c'est peut-être plus facile de venir et puis de dire à quelqu'un tu désherbes toute cette plate-bande, plutôt que de lui dire non, tu vas choisir les plantes que tu laisses, parce que celles-ci elles vont se coloniser, et puis esthétiquement elles sont convenables, celles-ci elles sont un peu trop envahissantes, donc là par contre tu les supprimes. Il faut les connaître, enfin voilà. Et ça rend le métier vachement plus intéressant quand même, de savoir pourquoi on désherbe, quelles plantes on désherbe, et puis quelles plantes on favorise.
Donc il y a un petit effort pour changer l'habitude, mais une fois qu'on est dans cette optique-là de trouver vraiment une alternative au désherbage systématique, on passe à une autre façon de voir le métier et à mon sens qui devient nettement plus intéressant. Bien, on va laisser une dernière question, parce que je crois qu'il y avait une question encore, et puis on n'a pas eu encore une femme à poser une question, donc quand même. Bonsoir, Pascaline Cotin, je suis animatrice bassin versant sur l'un des territoires que Vincent a cité qui porte la charte paysagiste, et j'ai une question pour Monsieur l'abbé. Dans la rédaction de la loi que vous avez portée sur l'aspect espace public, il y a l'interdiction d'utiliser et de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques, et sur l'aspect, enfin après sur la zone particulier, sur la zone des domestiques, on a l'interdiction de détention, l'interdiction d'utilisation, et on n'a plus ce faire utiliser, qui fait que nous derrière on a porté cette charte, puisqu'on a la possibilité toujours de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques par les paysagistes. Pourquoi ce faire utiliser qui était présent sur le volet public ne l'était plus sur l'aspect privé? Je suis désolé, j'ai eu un mauvais écho et j'ai pas tout bien entendu. Je disais, dans la loi que vous avez portée, sur les espaces publics, on a l'interdiction d'utiliser et de faire utiliser les pesticides. Et sur les zones domestiques, on a l'interdiction de détention, l'interdiction d'utilisation, et on n'a plus le faire utiliser. Qui fait que nous, on est parti sur cette charte-là, objectif zéro pesticide. Et pourquoi le faire utiliser, en fait, n'est pas sur la partie domestique? Ah oui, oui. Ouais. Donc, il y a eu des trous dans la raquette. Donc, on l'a dit, tous les espaces interdits sur les communes, les espaces publics, sauf cimetières et terrains de sport. Pour la deuxième partie, c'était les particuliers, donc application cette année. Par contre, c'était interdiction non professionnelle. En pensant agriculture, parce qu'on savait que si on y touchait, et parmi les professionnels, il y a aussi les entreprises de paysage, alors c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, et on travaille avec l'UNEP là-dessus, parce qu'il est absolument anormal que quelqu'un qui a de l'argent pour faire entretenir son jardin puisse le faire entretenir par une entreprise, et c'est tant mieux, s'il a de l'argent, il fait travailler l'entreprise, mais qu'elle puisse utiliser les pesticides chimiques de synthèse, c'est pas normal. Donc ça, il va falloir qu'on fasse effectivement évoluer le texte, oui. Puis pardonnez-moi de ne pas vous avoir bien compris. Bien, je pense qu'on va arriver à la conclusion. Donc on va demander à Monsieur Plancheneau de venir sur scène pour nous faire un petit retour. Donc Monsieur Plancheneau, paysagiste, entrepreneur paysagiste et aussi président de l'UNEP des Pays de la Loire.